Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on plonge dans un concept vraiment fondamental du droit, un incontournable pour toute révision, la capacité juridique. C'est un peu la clé qui nous dit qui a le droit de faire quoi, qui peut acheter, qui peut vendre, qui peut s'engager, bref, qui peut agir aux yeux de la loi. Alors prêt, on y va? Pour que ce soit bien concret, on va partir d'une histoire toute simple. Voici Kylian. Il est lycéen, il a bien bossé, il a mis 1650 € de côté et il veut s'acheter le dernier smartphone. Logique, non? Sauf que sa mère, qui est juriste, lui dit « Ah non, tu ne peux pas ». Kylian, forcément, ne comprend pas « Mais c'est mon argent, j'ai des droits ». Et sa mère lui répond « Oui, tu as des droits, mais tu n'as pas encore le droit de les exercer tout seul ». Et voilà, ce petit dialogue familial nous amène pile à la question du jour. Est-ce que, juste parce qu'on a un droit, on peut automatiquement s'en servir comme on veut? Eh bien, en droit, la réponse est pas toujours, et c'est tout l'enjeu de la capacité juridique. Alors pour y voir plus clair, il faut absolument faire la différence entre deux choses. D'un côté, le fait d'avoir un droit, et de l'autre, le pouvoir de l'exercer. C'est vraiment les deux piliers de ce qu'on va voir ensemble. Attention à ne pas tout mélanger. D'un côté, il y a la personnalité juridique. Ça, en gros, c'est simple. Dès la naissance, on est reconnu par le droit, donc on peut être titulaire de droit. Un bébé peut hériter d'une maison, par exemple. Mais de l'autre, il y a la capacité juridique. Et ça, c'est le pouvoir d'utiliser ses droits soi-même. C'est vraiment la clé qui permet d'agir, de signer, d'acheter. Ok, donc cette fameuse capacité juridique, elle a deux facettes. La première, c'est la capacité de jouissance. C'est le fait de pouvoir posséder des droits. Ça, en principe, tout le monde l'a. La deuxième, c'est la capacité d'exercice. Et ça, c'est le pouvoir d'agir concrètement. Et c'est sur cette deuxième facette que la loi met parfois des limites, justement pour protéger certaines personnes. Bon, voyons comment ça marche en pratique pour protéger les individus, ce qu'on appelle en droit les personnes physiques. On va commencer par les plus évidents, les mineurs et les majeurs protégés. Alors, si on reprend notre Kylian, est-ce qu'il a la capacité de jouissance? Autrement dit, est-ce qu'il a le droit d'être propriétaire d'un téléphone? Oui, bien sûr, aucun problème là-dessus. Mais a-t-il la capacité d'exercice pour aller signer le contrat de vente tout seul? Eh bien non, parce qu'il est mineur, la loi considère qu'il n'a pas encore le discernement suffisant et le protège. Il a donc une incapacité d'exercice. Du coup, comment il fait pour avoir son téléphone? La loi a tout prévu. La représentation. Le Code civil nous dit que ce sont ses représentants légaux, donc ses parents, qui agissent à sa place pour les actes importants. Concrètement, c'est sa mère ou son père qui devra l'accompagner et signer le contrat d'achat pour lui. Mais attention, il n'y a pas que les mineurs qui sont concernés par ces incapacités d'exercice. Le but est de protéger. Et ça vaut aussi pour des adultes qui, à cause d'une maladie, d'un handicap ou d'un accident, sont devenus vulnérables. Prenons le cas de Paula. Elle a 25 ans, elle est propriétaire de sa maison, mais elle est sous un régime de protection qu'on appelle la curatelle. Ça veut dire qu'elle doit être assistée, aidée, pour les décisions les plus importantes. Là, elle a un problème, son toit fuit, il faut faire des travaux pour 5 500 €, et pour ça, elle doit faire un crédit de 3 000 €. La question c'est, peut-elle faire tout ça toute seule? Et là, pour savoir ce qu'elle peut faire ou non, il faut absolument connaître une distinction capitale en droit. D'un côté, il y a les actes d'administration. C'est la gestion courante, les petites décisions pour entretenir son patrimoine. Payer une facture, par exemple. De l'autre côté, il y a les actes de disposition. Là, c'est du lourd. Ce sont des actes qui engagent vraiment le patrimoine sur le long terme, comme vendre un bien ou faire un crédit. Ok, alors appliquons ça à Paula, étape par étape. C'est comme ça qu'on raisonne en droit. Premièrement, on identifie les actes. Il y a la réparation du toit et il y a le prêt. Deuxièmement, on qualifie ces actes. La réparation, c'est de l'entretien, donc un acte d'administration. Le prêt, en revanche, c'est un engagement financier lourd, un acte de disposition. Et troisièmement, on applique la règle de la curatelle. Elle peut faire seule les actes d'administration, mais doit être assistée pour les actes de disposition. Donc, la solution, c'est quoi? Eh bien, c'est un peu des deux. Paula peut tout à fait contacter un couvreur, signer le devis et lancer les travaux de réparation toute seule. C'est un acte d'administration. Par contre, pour le prêt bancaire, qui est un acte de disposition, elle ne peut pas signer seule. Elle devra être assistée par son curateur, qui devra lui aussi signer le contrat de prêt à ses côtés. Allez, on quitte le monde des individus et on passe maintenant aux entreprises, ce que le droit appelle les personnes morales. Car oui, elles aussi ont une capacité juridique, mais vous allez voir, elles ne fonctionnent pas du tout de la même manière. Imaginez un instant, Flavien et Julie. Ils ont une super boucherie qui marche du tonnerre, organisée en société, une SARL. Ils trouvent la maison de leurs rêves et se disent « Super, on va la faire acheter par notre société ». Ils vont voir l'agent immobilier, tout content,
Et là, surprise, après avoir regardé les papiers de la société, l'agent immobilier dit non. Mais pourquoi? Eh bien, la réponse, elle est écrite noir sur blanc dans un document essentiel, les statuts de la société. Et plus précisément, dans l'article qui définit ce qu'on appelle l'objet social. Cet article, c'est la carte d'identité de l'entreprise, il dit tout ce qu'elle a le droit de faire. Et là, c'est clair, boucherie, charcuterie, traiteur, nulle part il n'est question d'acheter des maisons pour loger les gérants. Ce qui s'est passé là, ça illustre un principe super important pour les sociétés. Le principe de spécialité. Une personne physique peut faire à peu près tout ce qui n'est pas interdit par la loi. Une entreprise, non. Sa capacité juridique est spécialisée, c'est-à-dire qu'elle est strictement limitée à ce qui est prévu dans son objet social. Elle ne peut pas faire n'importe quoi. Donc la conclusion est simple en fait. Acheter une maison d'habitation, ça n'a strictement rien à voir avec l'activité d'une boucherie. L'acte est donc en dehors de sa capacité juridique. On dit en latin qu'il est ultra vires, ce qui veut dire au-delà de ses pouvoirs. La société n'a tout simplement pas le droit de faire cet achat. L'agent immobilier avait donc parfaitement raison de refuser. Bon, pour être sûr que tout est bien clair, on va faire une petite synthèse. C'est le moment de bien fixer les différences fondamentales entre la capacité des personnes physiques et celle des personnes morales. En résumé, si on met les deux face à face, c'est vraiment le jour et la nuit. Pour une personne physique, le principe de base, c'est la capacité. On peut tout faire. L'incapacité, c'est l'exception et elle est toujours là pour protéger. Pour une personne morale, une entreprise, c'est l'inverse. Sa capacité est par principe limitée, encadrée par son objet social. On voit bien, la capacité juridique, ce n'est pas juste un mot compliqué dans un livre de droit. C'est vraiment le mécanisme qui ouvre la porte de la vie juridique. C'est elle qui donne ou qui retire le pouvoir de s'engager, de signer des contrats, de gérer son argent, en bref, d'être un acteur à part entière de la vie en société. Et je vous laisse avec une petite question pour réfléchir. Toutes ces règles d'incapacité qu'on a vues, qui peuvent sembler être des limites à la liberté, est-ce que ce ne sont pas en réalité le meilleur moyen de protéger la liberté des plus fragiles contre eux-mêmes et contre des décisions qu'ils pourraient regretter? C'est tout l'équilibre subtil du droit.